considérons qu'un mouvement qui a introduit en politique la croix celtique. Nous considérons qu'un mouvement qui est héritier de Jeunes Nations, créé en 1949, qu'un mouvement qui a été créé le 6 février 1968, n'a pas à être interdit par l'ukase d'un ministre qui n'est français que depuis 1982 et encore uniquement sur le papier, puisque ces derniers temps, il semblerait se voir une belle carrière politique outre-Pyrénées en Catalogne. Nous considérons que maintenir la flamme d'un mouvement que les socialistes eux-mêmes ont considéré comme la matrice de l'extrême droite depuis 30 ans est un devoir et ne doit pas conduire devant les tribunaux. Et c'est pour cela que nous sommes derrière notre ami Ivan Benedetti. Dans cette famille de, peut-être pas de frères d'armes, mais l'expression m'a été donnée hier, de frères d'âme. Dans cette famille où l'on s'appelle ami, parce qu'ami ça vient de âme. Dans cette famille qui est la plus vieille du nationalisme français. Ivan Benedetti, pour l'honneur de cette famille, comparaîtra le 4 juin devant le tribunal correctionnel de Lyon. Et ce tribunal peut lui infliger jusqu'à 10 années de prison et 100 000 € d'amende. Il n'a commis aucun acte contraire à la morale, il n'a nui aux intérêts de personne, il a simplement maintenu haut, dans le vent, le drapeau de cette famille. Je cède la parole à notre ami Ivan Benedetti. Merci, ami, parce que Maître Bonneau est très modeste, mais il est celui qui accompagne tout le parcours judiciaire, tous les obstacles judiciaires des dissidents d'aujourd'hui. J'ai en mémoire des procès où l'on se retrouvait à deux, à 9 h du soir, devant la 17e chambre correctionnelle, désertée par tous, y compris les avocats de la partie civile, parce qu'ils viennent faire leur cinéma, la LICRA, le BRAP, toutes ces associations qui ne vivent que de cela. Mais il ne s'agit pas de faire des heures sup. Désertés de tous, excepté bien évidemment des magistrats, de notre ami, de mon ami, et puis des flics aussi qui sont payés pour ça, pour assurer la sécurité. Les heures sont longues, les heures sont difficiles, mais elles sont riches d'enseignements. Donc je voudrais le remercier parce que sans lui, je dois dire que le combat n'existerait pas, en ce qui concerne mon combat. Je voudrais aussi citer un homme sans qui je ne serais pas là, sans qui ma modeste doctrine nationaliste serait réduite aux acquêts. Celui qui justement, hier, quand nous étions avec lui, nous a dit que si les militaires étaient des compagnons d'armes, les nationalistes que nous sommes étaient non seulement des amis, mais que nous étions des compagnons d'âme, de ces âmes qui brûlent, dont parle Léon de Grelle. Cet homme qui est aussi celui qui a créé Jeunes Nations, une nation qui a été dissoute. Celui qui a créé l'œuvre française qui a été dissoute. Celui qui a appartenu aux jeunesses francistes, comme ses frères, comme son père qui est allé au peloton d'exécution, pieds nus comme les premiers martyrs chrétiens, avec sa chemise bleue du mouvement franciste. Cet homme, c'est Pierre Sidos, à qui je veux rendre hommage. Les temps sont difficiles, les temps sont durs.
Ils sont durs parce que cette France que nous aimons, cette France qui a fait de nous les héritiers d'une riche civilisation, d'une grande culture, d'un héritage immense, cette France qui est souillée, oui, combien c'est difficile pour nous. Ces temps sont durs parce que ce sont des temps de répression, où l'ennemi ne retient plus ses coups. L'ennemi tape, et à chaque fois qu'il tape, il est récompensé pour cela. Le préfet Carinco, le préfet de Lyon, qui nous a mené la vie très dure. Et nous avons quand même, avec nos petits moyens, répondu coup sur coup, puisque j'avais déposé plainte contre le préfet Carinco. Eh bien, après la dissolution de l'œuvre française, il a eu sa sucette de récompense, il a été nommé préfet de Paris. Comme vous savez, dans la préfectorale, ce qu'est la nomination à Paris, c'est l'aboutissement d'une carrière. Eh bien, il l'a été par Valls, parce qu'il s'en était pris avec assiduité et efficacité aux nationalistes que nous sommes. Il faut savoir que celle que je surnomme Madame Synagogue, de son nom à l'état civil, Madame l'Église, c'est plutôt l'Église de François Zéro plutôt que l'Église de la tradition, telle que nous avons un représentant ici aujourd'hui. Eh bien, Madame Synagogue, à peine nommée à la direction du Bureau des libertés publiques, qui est le bureau qui a instruit le dossier de dissolution de l'œuvre française. C'est-à-dire que là, on retrouve toute l'hypocrisie de ceux qui sont en place, l'impudence de ceux qui nous dominent, et qu'a très bien dénoncé Hervé Ryssen. Eh bien, ils appellent le bureau qui tord le cou aux libertés collectives, le bureau des libertés publiques. Eh bien, Madame l'Église, dite Madame Synagogue, a été décorée de la Légion d'honneur tout juste après l'interdiction de l'œuvre française, décorée de la Légion d'honneur par Valls. Oui, les temps sont durs parce que nous ne reconnaissons plus notre France. Oui, les temps sont durs parce que la répression est sans limite. Mais les temps sont durs et c'est pour cela que cela nous grandit. Souvent, j'ai en tête ces rochers, ces montagnes de granit dans la région corse d'où vient mon père, l'Altaroc. Cette pierre de granit qui est très dure, qui semble indestructible et qui, avec le poids des ans, conjugué avec les éléments de la pluie, de la glace, du vent, change de couleur, se polit, prend des formes tantôt étranges, tantôt rassurantes. Cette terre, cette pierre du granit, c'est ce que nous sommes, nous, représentants de cette légitimité française, nationaliste, qui incarnons la France aujourd'hui. Nous sommes de ce granit qui, malgré l'érosion, malgré les éléments, eh bien, défie le temps, défie la puissance du judaïsme politique, défie les puissants. C'est une belle époque. J'ai remercié notre ami. C'est un remerciement tout particulier parce qu'il ne compte pas son temps, il ne compte pas son énergie, il ne compte pas sa santé pour défendre tous ceux qui sont traînés devant les tribunaux de leur République. J'ai rendu hommage à celui qui incarne le nationalisme aujourd'hui, qui fait le jonction entre le nationalisme d'hier et le nationalisme d'hier d'avant-guerre et le nationalisme d'après-guerre. Merci tous. Mais je voudrais rendre hommage aussi à tous nos amis qui viennent de pays en Europe, à ce forum de l'Europe qui
parcourt les kilomètres pour venir ici, porter le message du combat, parce qu'aujourd'hui il existe une ligne de front qui traverse toute la planète. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre avec l'oligarchie cosmopolite. Nous sommes en guerre avec le mondialisme dont l'idéologie et ce judaïsme politique qu'a tellement bien défini Hervé Ryssen tout au long de ses œuvres. Et je vous encourage à lire les livres d'Hervé Ryssen. Dans cette guerre, il existe une ligne de front qui traverse le monde, qui traverse l'Europe. Et nos amis qui sont là aujourd'hui, qu'ils viennent d'Angleterre, de Roumanie, qu'ils viennent de Russie, qu'ils viennent de nos voisins, de Belgique, eh bien, sont sur cette ligne de front. Demain, je vais partir pour l'Iran. Pour passer la semaine en Iran, parce que vous savez que lundi, c'est le 14 mai, eh bien, Israël fête ses 70 ans d'existence. Et que l'ambassade américaine va être transférée officiellement de Tel Aviv à Jérusalem, qui est une ineptie totale. De toute façon, pour nous, c'est très clair. Israël n'est pas un État. Israël n'étant pas un État, il n'a pas de capitale. C'est très clair. Je répondais à un camarade qui m'envoyait un courriel en me disant « Je sais que tu aimes les chiites, mais est-ce que tu ne te trompes pas de combat ?» En politique, on n'aime pas. On aime ou on n'aime pas, ce n'est pas le critère. En politique, il faut s'extraire de sa petite condition humaine autant que faire se peut, parce que c'est difficile d'oublier d'où on vient, sa propre histoire, ces moments de vie qui nous ont façonnés, qui ont fait ce que nous sommes. Mais faire de la politique, ça veut dire qu'il faut s'extraire de soi-même pour accéder au bien commun. C'est ce que j'ai tenté d'expliquer dans cette histoire de Jeanne d'Arc, qui a été incarnée aux fêtes johanniques, aux fêtes officielles, cette année par une métisse. Peut-être que cette fille était très bien, même sûrement. Catholique pratiquante, plutôt dans les milieux de la tradition. Son père expliquait qu'elle n'a jamais eu de portable, qu'elle est tournée vers les autres, scout. Oui, cette fille est très bien, mais elle ne peut pas incarner Jeanne d'Arc. Ceux qui se sont félicités, enchantés de cette représentation métisse, je veux parler de ces cathos du mouvement national. Qu'aurait-il dit si le système, parce que c'est un piège du système bien évidemment, celle qui a choisi cette métisse africaine pour incarner Jeanne d'Arc est elle-même d'origine africaine et est une élue du mouvement de Macron. Évidemment qu'il y a un piège subversif. Ceux qui sont tombés sans ce piège. Qu'aurait-il dit si le système nous avait proposé une Jeanne d'Arc musulmane? Est-ce que Villiers l'aurait invité au Puy du Fou? Bien évidemment que non. Quel manque de conscience raciale. Quand on parle de Jeanne, on parle de la France. On parle du miracle français. On parle de 1500 ans d'histoire. On ne parle pas de la petite personne, de cette métisse qui incarne, qui veulent faire incarner Jeanne d'Arc. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, quand on fait de la politique, il faut s'extraire de soi-même et essayer d'accéder au bien commun. C'est la définition pratique de la politique. Pourquoi je dis ça, je ne sais plus, mais quelqu'un me reprochait très juste les chiites. Donc ce que je disais, le vocabulaire n'était pas
exact. Tes copains en politique. En politique, on n'a pas de copains, on a des amis, on a des frères d'âme. Les chiites, ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer les chiites. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la ligne de front contre l'oligarchie cosmopolite, contre le mondialisme, contre les Yankees, contre la communauté internationale qu'il faut traduire par les intérêts israélo-américains, eh bien cette ligne de front passe par l'arc chiite qu'ils ont réussi à créer et qui relie aujourd'hui Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth, et qui menace directement l'entité sioniste. La seule frontière dorénavant plutôt sûre ou non menaçante de l'entité sioniste, c'est la Jordanie, qui est encore sous la coupe d'un roi totalement vendu aux Yankees et aux Israéliens. Mais petit à petit, le garrot se resserre sur le cou des sionistes. Et pourquoi le combat est important contre Israël? Alors oui, nous ne sommes que des hommes. Oui, il faut s'extraire de sa petite condition pour accéder à la vérité. Mais tout de même, nous sommes dans une année d'anniversaire. Alors le système, lui, fête mai 68. Mai 68 qui n'était pas du tout une révolution ou la victoire d'une révolution, mais qui était l'aboutissement d'une période de long travail de sape, de la subversion à travers les institutions, que ce soit les institutions nationales, que ce soit à travers l'institution de l'Église, puisque vous savez que les années 60 ont été des années catastrophiques. Il y a eu la perte de nos colonies, il y a eu Vatican II, il y a eu mai 68, mais ce n'était que l'aboutissement d'un long travail de sape, de la subversion qui avait perduré depuis la révolution bourgeoise de 1789. Nous, nos anniversaires, eh bien, ce ne sont pas ceux-là. Nous avons fêté les 150 ans de la naissance de Charles Maurras. Vous savez que Charles Maurras est né le 21 avril, comme deux empereurs. L'empereur Napoléon III. Et ça me fait sourire parce que la première fois que j'ai rencontré Hervé Ryssen, il était venu me voir à Lyon, dans une petite boutique que je tenais, qui s'appelait l'Aigle de Lyon, où je vendais des produits enracinés, des produits identitaires. Et je vois arriver un gars qui vient me vendre ses livres, justement, c'était l'antisémitisme. Il venait d'éditer le recueil des 2 numéros de Je suis partout. Ce gars-là venait me vendre des bouquins, j'avais acheté d'ailleurs une vingtaine de bouquins, et c'est assez cocasse parce que à un moment donné, dans le combat militant, il y a eu une montée en température, parce que c'est comme ça, vous savez, la température monte, ça chauffe, la répression, puis d'un seul coup c'est un peu plus calme, mais là il y avait eu un coup de chaud, et j'avais fait mettre les livres à l'abri, et j'avais totalement oublié ces livres, que j'ai ressortis il y a juste 2 ou 3 ans, et il m'avait dit, voilà ces livres, regarde sur Amazon, tu vas voir le prix de ces livres. Moi j'avais vendu les prix à un prix militant et à des militants, parce que nous ne sommes pas des marchands. Et pourquoi je rappelle cette anecdote, c'est parce qu'on était allé boire un verre avec cet inconnu, parce qu'il refusait de me dire son nom. Il venait me vendre des livres, mais il refusait de dire son nom, on ne se connaissait pas, donc il était prudent. Et j'avais dit tout le bien que je pensais de Napoléon III, et lui m'avait répondu tout le mal qu'il pensait de Napoléon III. C'est pour ça que je parle d'Hervé Ryssen et de Napoléon III. Je ne sais pas si tu te souviens de cette conversation, rue, non pas de la Juiverie, on était à 2 pas de la rue de la Juiverie dans le Vieux-Lyon, mais rue du Bœuf. Et pour certaines choses, j'ai un peu de mémoire, pour d'autres, pas du tout. Et donc, le 21 avril, c'est la naissance
de Charles Maurras, et puis la naissance de 2 empereurs, Napoléon III et puis l'empereur allemand, comme vous le savez. Donc cette année, il y a cet anniversaire, et nous l'avons célébré à travers une journée qui est organisée par des jeunes militants d'Action française, enfin qui sont plutôt en rupture d'Action française, parce qu'aujourd'hui à l'Action française, on leur sert un Maurras qui n'aurait pas combattu le judaïsme, ce qui est extraordinaire. Et Maurras avait quelques défauts, mais c'est peu de choses au regard de l'immensité de ce qu'était Maurras intellectuellement, de l'influence de Charles Maurras à l'époque. Il a influencé la pensée de l'époque et tous les milieux, amis ou ennemis. Il faut savoir que tous les matins, la préfecture de police, les ennemis, les amis de Maurras attendaient avec impatience l'éditorial de l'Action française, parce que c'est lui qui donnait le ton. Et puis cet homme, regardez cet homme, qui était profondément, viscéralement allemand, anti-allemand, et qui n'a pas compris que se dessinait dans cette guerre le destin de l'Europe. Un peu comme pour la guerre de sécession aux États-Unis, parce que l'oligarchie mondialiste, elle l'a emporté pendant cette guerre de sécession contre un Sud enraciné, identitaire, de tradition. Et si nous avons le monde hérité des Yankees de l'époque, eh bien, Charles Maurras, qui soutenait le maréchal, qui n'a rien dit contre la politique de collaboration du maréchal, qui n'a jamais critiqué le maréchal, eh bien, s'est présenté, lui qui avait été, qui veut toujours, dans ses œuvres et dans ses positions comme anti-allemand, s'est présenté à son procès, non pas avec la fleur de France, cette très belle fleur de lys, qui est le symbole même de la France, mais il s'est présenté à son procès avec la francisque que le maréchal lui avait remis. Maurras, contrairement à ce qu'on s'imagine, Maurras était un homme de fidélité. Maurras était un homme d'honneur. C'est pour ça que, n'étant pas royaliste, mais nationaliste, donc monarchiste, les nationalistes sont maurrassistes. Ne serait-ce qu'à travers une doctrine qu'il a fondée, il a mis de l'ordre dans un grand chaos qui était né de Boulanger, qui était né de cette effervescence de l'affaire Dreyfus, qui était né de ce grand bouillonnement, mais qui n'avait engendré que des défaites. Et Barrès avait dit, mais il nous faut des principes. Sans principes, on ne soulève pas les masses de manière durable. Et c'est Charles Maurras qui s'est attelé à la tâche et qui a donné des principes fondamentaux dont le nationalisme et la désignation des ennemis aussi avec les États confédérés, dont le judaïsme, et ces méthodes d'empirisme organisateur. Mais nous sommes aussi, cette année, dans les 70 ans, dans les 70 ans, c'est l'entité sioniste. Nous, c'est 50 ans. 50 ans de l'œuvre française, créée le 6 février 1968. Nous célébrons aujourd'hui, cette année, les 50 ans de l'œuvre française. Et puis, nous célébrons cette année les 30 ans de l'attaque de l'organisation juive de combat, du Bétard, qui avait utilisé ce faux-nez pour monter un commando, qui sévissait à l'époque, et qui a attaqué le cortège de Jeanne d'Arc. J'ai de cette attaque quelques séquelles, dues à des coups de barre de fer sur une tête, somme toute, assez dure, non pas pour faire face à du métal d'une barre, je serais trop prétentieux, mais j'avais réussi à résister à l'attaque parce que la barre avait glissé sur la tête et puis avait frappé mon épaule et j'avais réussi à arracher une barre d'un des agresseurs qui était devant moi, et en moulinant, je les avais tenus à distance. Ce commando était mené par Moshe Cohen, qui était un lieutenant
de Tsahal, certainement travaillant pour le Mossad, et qui avait décidé de frapper l'œuvre française parce que l'œuvre française est le mouvement le plus ancien en France dénonçant le judaïsme politique et le sionisme. De cette époque, c'était il y a 30 ans, eh bien je dois dire que même si il faut s'extraire de ses propres sentiments, eh bien je garde tout de même, je suis un peu corse, un esprit de vendetta. Et que cette année-là, sur le sang qui avait rougi ma chemise blanche, parce que depuis toujours, à l'œuvre, nous avons cette tenue aux couleurs nationales, des chemises blanches et de la cravate rouge, nous avons entendu Mélenchon, cela, ou Trump, qui est de couleur nationale américaine aussi. Eh bien, mon sang avait rougi ma chemise blanche, et sur ce sang, j'ai juré de n'arrêter le combat qu'une fois qu'Israël serait détruite. Oui, c'est un peu pour cela, un tout petit peu que je leur en veux. Un tout petit peu. Mais je leur en veux beaucoup. Parce qu'Israël fait partie, et le sionisme, comme idéologie, font partie du judaïsme politique qui est à l'œuvre pour détruire nos vieilles civilisations. Ils ont dit, on m'a reproché souvent de ne pas me dire complotiste, mais je réponds, il n'y a pas de complot, puisqu'ils ont tout énoncé. Hervé Ryssen l'a bien expliqué, lisez les espérances planétariennes, tout est dit. Ils ont tout dit, Pakatali a dit. Ils ont dit ce qu'ils allaient faire. Tu parlais de Lassus, il y a aussi les protocoles de Sages de Sion, qui est l'ouvrage qui prétend reprendre le compte-rendu du congrès sioniste qui s'est tenu à Bâle en 1897, où tout était dit, on détruira votre monnaie, c'est pour ça que pour nous l'euro est un judéo, nous l'appelons judéo, tout est dit déjà aussi dans les protocoles de Sages de Sion. Et dans ce judaïsme politique, il y a le sionisme, pas que, mais qui a donné aux Juifs une puissance d'État. Ils ont une armée, ils ont des services secrets, ils ont une diplomatie, ils ont l'arme nucléaire, parce qu'ils reprochent à tout le monde de vouloir se doter de l'arme nucléaire, mais ce sont les premiers au Moyen-Orient à avoir accédé à l'arme atomique. Ils ont l'arme nucléaire, ils refusent toute inspection de l'ONU, de leur armement, il faut le savoir. Tous les pays, dans la version accusatoire telle que l'a bien définie Hervé Ryssen, eh bien, passent au tribunal de l'inspection atomique, sauf eux, bien évidemment. Ils ont aussi, et la psychologie est très importante, et ça, c'est encore Hervé Ryssen qui nous a montré que ce qui était premier chez eux, c'est cette psychologie et dont découle la psychanalyse. Israël a été créé en 1948. C'est la création physique. Mais la date, pour eux, qui est importante, c'est 1967, quand ils ont mis la main sur Jérusalem. C'est la deuxième naissance d'Israël pour eux. Et la création d'Israël permet d'avoir sur les diasporas une domination psychique. C'est-à-dire que tous ces juifs qui n'ont pas choisi l'Aïa, n'ont pas choisi de retourner ou d'aller vivre en terre promise, terre qui leur est prétendument promise à ce peuple prétendument élu qu'on appelle peuple en ballottage, eh bien, tous ces diasporas qui ne vivent pas en Israël se sentent redevables psychologiquement
d'Israël et développent une énergie, une volonté quasi hystérique de défendre les intérêts d'Israël, d'autant plus forte qu'ils n'ont pas choisi de vivre là-bas et d'affronter une guerre permanente avec des voisins qui sont hostiles. Les plus excités dans cet état d'esprit psychique, ce sont les Juifs d'Algérie. Parce que quand ils ont été chassés d'Afrique, plutôt que de choisir d'aller vivre en Israël, eh bien, ils sont venus vivre confortablement ici, chez nous. Et ils ont psychiquement nourri un ressort de culpabilité qui fait qu'ils se dévouent corps et âme et hystériquement à Israël. Donc, dans le judaïsme politique, le sionisme n'en fait que partie, parce que la puissance juive, vous savez très bien qu'elle est d'outre-Atlantique, elle est aux États-Unis, c'est la puissance culturelle du cinéma, c'est la puissance financière du dollar, c'est la puissance économique, avec l'extraterritorialisation, où toute négociation, tout accord international qui est fait en dollars dépend de la justice américaine. La puissance militaire, bien sûr, avec cette formidable armada qui est au service de la puissance du judaïsme politique. Bien évidemment que la puissance juive, elle est aux États-Unis. Mais Israël a cette place particulière qu'a Jésus-Christ dans le cœur des chrétiens, parce qu'ils ont substitué au sacrifice du Christ le prétendu sacrifice du peuple prétendument élu à travers la prétendue Shoah. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui d'aller en Iran soutenir l'action de ce petit État qui aujourd'hui est menacé de destruction par la communauté internationale, traduit intérêt israélo-américain. C'est comme quand on vous parle d'Europe. Macron est allé récupérer son prix Charlemagne, il nous a servi l'Europe. Les commentateurs aussi ne parlaient que d'Europe, alors on sait très bien que l'Europe, c'est l'oligarchie cosmopolite. C'est une Europe, c'est le cheval de Troie du mondialisme, bien évidemment. Nous le savons, il faut le dénoncer. Dans cette lutte contre Israël, il y a donc cette petite vendetta. Nous ne sommes que des hommes, que modestement je mène contre Israël. Et dans cette agression il y a 30 ans, les Juifs s'étaient déguisés, ils avaient lu Scorzini, ils s'étaient déguisés en fachos. Ils avaient des drapeaux avec croix celtique. Donc on n'a pas très bien compris qui était ce groupe, avec qui ils voulaient défiler. En fait, c'était un commando du Bétard qui venait détruire les plus acharnés dans le combat antisioniste, c'est-à-dire les militants de l'œuvre française. Pourtant, 3 militants de chez eux ont été interpellés ce jour-là. 3 militants qui ont été transférés au commissariat de police. Et là, Jean-Pierre Bloch, qui était à l'époque conseiller municipal de Paris, maire Jacques Chirac, était venu avec des fausses pièces, des faux documents de policiers pour dire mais ces hommes-là, vous les avez arrêtés, mais ils font partie de la sécurité et de la police de la mairie de Paris. Ce qui n'avait pas du tout marché. Dans ces 3 hommes qui avaient été arrêtés à l'époque, il y avait qui? On les retrouve aujourd'hui. Habib Meyer. Ça vous dit quelque chose, Habib Meyer? Député aujourd'hui.
des Français de l'étranger. Enfin, c'est pas des Français de l'étranger parce qu'il est député de la zone d'étranger dont dépend, qui regroupe l'entité sioniste en Palestine, Israël, Abid Meir. Il y avait un autre militant du Bétar qui est devenu célèbre aussi, Bismuth. Ça vous dit quelque chose, Bismuth? C'est Sarkozy. Bismuth, c'est celui qui a donné son identité à Sarkozy pour qu'il achète des téléphones sécurisés afin qu'il puisse communiquer sans être écouté, pensait-il, avec son avocat. Et vous savez que les policiers étaient remontés jusqu'à la ligne, jusqu'aux lignes, et ils avaient écouté Sarkozy en train de discuter avec son avocat comment on allait pouvoir acheter le magistrat en place. Après, on comprend mieux pourquoi on est systématiquement condamné quand on se retrouve dans cette justice-là. C'est une justice cachère. C'est une justice qui est vendue à ces hommes-là. Eh bien, Bismuth, à l'époque, avait dit « Voilà, je me réserve de porter plainte contre Sarkozy qui a usurpé mon identité. Tu parles, mon œil. » Comme dit Pierre Sidos, il s'enfonce le doigt dans l'œil jusqu'au petit juif. Il y a un os ici qui s'appelle le petit juif. Donc, deux célébrités qui avaient été arrêtées à l'époque, condamnées, mais bien évidemment, quand on a lu la mafia juive, on sait comment ça fonctionne, qui s'étaient enfuis en Israël. Abid Meir et Bismuth, je ne me souviens plus de son prénom, c'est Ratier qui m'a dit, mais regarde-les, ceux-là, c'est tes hommes, là, il faut que tu les suives, il ne faut pas que tu les lâches. C'était les qualités de Manuel Ratier qui, comme Coston, allait gratter là où il ne fallait pas. Aller dans les coulisses pour dénoncer les marionnettistes et pas les marionnettes. Les marionnettes qu'on voit, c'est du bidon. Ceux qui dirigent, vous le savez, vous êtes nationalistes, c'est pas la peine de vous expliquer ça très longtemps. Vous savez que ce n'est pas ceux qu'on voit qui dirigent, bien évidemment. Eh bien, ces deux hommes-là avaient été condamnés. Nous avions été dédommagés avec d'autres par le fonds d'indemnité des victimes du terrorisme. Parce que les agresseurs n'étaient pas solvables, ou plutôt s'étaient enfuis en Israël, et vous savez qu'ils ne sont pas extradables quand ils sont juifs, réfugiés en Israël, quel que soit le crime qu'ils ont commis. Abid Meir, lui, s'est refait une virginité, si j'ose ce vocabulaire. Ça m'étonnerait qu'on lui ait recollé un prépuce, mais bon, l'esprit s'égare. Puis il est revenu, même si Bismuth est resté. Est-ce qu'on lui a demandé des comptes? Est-ce qu'il a remboursé le fonds d'indemnité du terrorisme? Non. Est-ce qu'il a remboursé la sécurité sociale? Parce qu'il y a eu de nombreux blessés. Il y a un ami qui est ici, qui a fait plusieurs jours d'hôpital, qui a une cicatrice tout le long du bras. Parce qu'il a été massacré à coups de... Ses os ont été brisés à coups de barres de fer. Est-ce qu'ils ont remboursé les dépenses de santé? Bien évidemment non. Donc il faut leur demander des comptes. C'est cet anniversaire-là qu'il ne faut pas oublier. Et puis, il y a ce procès qui arrive, ce procès de reconstitution et de maintien de l'île dissoute. J'ai toujours dit, devant le policier qui menait l'enquête, devant le magistrat, devant le juge d'instruction, que je refusais l'interdiction de l'œuvre française. Que l'œuvre française existe et existerait encore quand on ne parlerait plus ni de Valls, ni de Hollande. Que c'était un véritable acte de forfaiture, c'est-à-dire que Valls avait utilisé ses fonctions, ses hautes fonctions de ministre de l'Intérieur pour essayer de rayer de la carte des opposants politiques, et il était d'autant plus motivé qu'il avait prêté allégeance éternellement à Israël. C'est cet acte de forfaiture que j'ai dénoncé. D'autant plus inacceptable que Valls n'était même pas français quand l'œuvre française a été créée, puisqu'il a acquis la nationalité en 1982. Pierre Sidos fonde l'œuvre française en 1968. Vous vous rendez compte?
à l'INEPSI, j'ai affirmé devant le policier qui menait l'enquête, devant le juge d'instruction, que l'œuvre française était comme la braise qui continuait à luire et qu'il ne demandait qu'à renaître. Le policier m'avait dit « Oh, c'est bon ça !» C'est pour cela que je suis poursuivi et je serai jugé le lundi 4 juin à Lyon, pour maintien de ligue dissoute. Je compte faire, moi, le procès de ceux qui m'ont mené devant ce tribunal. Je veux parler du duo infernal Valls-Hollande. Hollande qui a signé cet acte de forfaiture, qui a signé le décret de dissolution en tant que président de leur République. Valls qui a revendiqué l'acte de forfaiture, puisque l'interdiction intervient en juillet 2013 et en septembre, lors du discours de l'université d'été du Parti socialiste à La Rochelle, il dit « c'est nous qui l'avons fait, nous avons dissous la matrice de l'extrême droite depuis 30 ans. » C'est comme une reconnaissance tout de même du vice à la vertu, même s'il se trompait, puisque ce n'était pas 30 ans, mais beaucoup plus que cela. Avec l'œuvre française née en 68, mais avant, avec Jeune Nation, et avant avec le parti franciste, parce que le nationalisme n'est pas un regroupement autour d'un homme et d'une femme qui auraient des prétentions à devenir président de leur république. Nous sommes une longue chaîne historique qui plongeons notre histoire dans le plus profond de notre histoire de France, et nous détenons cette légitimité française, même si nous n'avons pas aujourd'hui la légalité française. Nous sommes tous des maillons d'une chaîne historique qui fait que, à notre naissance, nous avons 1500 ans politiquement, qui fait que nous recevons un héritage que nous devons défendre et que nous essayons de transmettre à ceux qui vont nous suivre, qui vont nous succéder, pardon. C'est ça le nationalisme. Je ferai le procès de Hollande aussi, non seulement parce qu'il a signé, mais j'oubliais, c'est lui qui reçoit Lauder, le président du Congrès juif mondial, le 6 février 2013, pour lui remettre la Légion d'honneur. Et Donald Lauder, je n'ai plus son prénom en tête, Esther Lauder, c'est sa mère qui a fondé les sociétés de cosmétiques. Mesdames, il ne faut surtout pas acheter du Lauder, de l'Estée Lauder. Il vient donc à l'Élysée pour recevoir sa Légion d'honneur, mais il demande à Hollande de mettre hors d'état de nuire les antisémites en France, parce que se propage à l'époque la révolution de la quenelle, qui semblait irrésistible. Nous voyons surgir partout des photos de policiers, de militaires, d'anonymes qui font ce geste de la quenelle pour dire « merde, le judaïsme politique aux puissants ». Il fallait mettre un terme à cela. Et Lauder vient en France le 6 février pour dire à Hollande, pour donner l'ordre à Hollande de s'en prendre à ce qu'il appelle les antisémites. Nous avons ensuite ce fait divers où nous sommes totalement étrangers de la mort d'un antifa, Clément Méric, qui est utilisé pour embrayer l'interdiction nous concernant, avec le Bureau des libertés publiques, instruction qui est menée par Madame Madame l'Église, de François Zéro. Et puis, il y a ensuite l'affaire Cohen. Vous vous souvenez de propos volés dans un spectacle de Dieudonné à l'encontre de Cohen, où il avait dit
la chambre à gaz, il avait échappé à la chambre à gaz. Enfin, je n'ai plus le propos exact, mais ça avait permis donc d'enclencher la répression contre Dieudonné et de poursuivre jusqu'à le mettre à terre. D'ailleurs, Lauder, ensuite, après la France, s'était rendu en Grèce, avait rencontré Samaras, dirigeant du gouvernement grec de l'époque, pour demander au gouvernement grec de détruire Obdoré, qui avait émergé électoralement et qui, vous vous rendez compte, le scandale, utilisait une partie de l'argent que leur donnait le système, puisqu'ils avaient 20 ou 21 parlementaires, pour redistribuer de la nourriture aux Grecs qui étaient frappés par la misère suite à la crise financière, à la crise économique qu'ils avaient connue. Vous vous rendez compte le scandale? Et la répression, comme chez nous, mais plus forte que chez nous, parce que l'Aube dorée représentait plus que nous. Eh bien, les gouvernements avaient mis 70 cadres de l'Aube dorée en prison. Tout ça après le passage de la Lauder en Grèce. Il était allé aussi en Hongrie pour demander la mise hors d'état de nuire du Jobbik, mais là ça avait été plus compliqué. Orban n'avait pas répondu aux ordres, mais la méthode était plus subtile puisqu'ils ont pourri le Jobbik de l'intérieur, qui aujourd'hui mène une politique de dédiabolisation qui est pire que celle de Marine Le Pen en France. Je ferai le procès de Madame l'Église, bien évidemment, de Madame Synagogue. Je ferai le procès aussi de Sauvé. Ça vous dit quelque chose, Sauvé? Sauvé, c'est un grand fonctionnaire de l'État qui va prendre sa retraite, qui dirigeait le Conseil d'État en tant que vice-président du Conseil d'État, parce que officiellement, le président du Conseil d'État, je crois que c'est le ministre de la Justice. Eh bien, Sauvé, qui dirigeait la plus haute instance administrative, juridique administrative en France, vers laquelle nous nous sommes tournés quand l'œuvre a été interdite, parce que l'interdiction en France, c'est un acte purement administratif, c'est une signature. On vous dit, monsieur, président de l'œuvre française, venez voir, on veut interdire l'œuvre française parce que vous êtes antisémite, parce que vous êtes une milice armée, et puis parce que vous célébrez le maréchal. Vous ne célébrez pas le général Pétain pour Verdun, vous célébrez non seulement le vainqueur de Verdun, mais en plus, vous célébrez l'homme de la Révolution nationale et de sa grande devise qui est toujours d'actualité, que vous martelez, travail, famille, patrie. Qu'est-ce que vous avez à dire? On a à dire, le maréchal est un grand Français, c'est pas répréhensible. Antisémite, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Nous luttons contre le judaïsme politique, qui est une idéologie. L'antisémitisme est un anathème qui est jeté contre tout opposant au système pour le marquer au fer rouge. Nous sommes contre une idéologie que nous appelons le judaïsme politique. Et la milice armée quoi? Qu'est-ce? Quelques chemises bleues dans nos camps? Oui, mais il y a une arme que vous avez utilisée pendant le camp 2012, camp d'été, parce qu'on organise des camps 2012. Une arme. Oui, il y a une arme. Et à tout bien réfléchir, oui, nous avions utilisé une arme. C'était la carabine à plomb de mon gamin. Autant dire une carabine à plomb que vous pouvez utiliser dans les foires, à tirer sur les ballons, les pipes, et pour gagner un petit cadeau fabriqué en Chine. J'étais même venu au ministère de l'Intérieur avec la carabine. Je me suis pointé comme ça, bonjour, coucou, c'est moi, avec ma carabine. Alors il y avait un Africain, vous savez, qui était à la sécurité pour faire passer sous le portique. Je lui ai dit voilà, je suis convoqué au ministère de l'Intérieur. C'est quoi ça? Je suis accusé d'avoir constitué une milice armée avec une arme. Je viens vous montrer ce qu'est l'arme. C'est pas une arme de milice armée. Panique à bord. Ne bougez plus. On appelle la sécurité. Le grand responsable de la sécurité du ministère de l'Intérieur, nous, on se pouffait de rire. Intérieurement, on ne pouvait plus tellement on les ridiculisait. C'est monté en haut, c'est descendu. C'était vraiment le foutage de gueule. Mais il faut toujours se battre
pas se laisser tordre le cou sans réagir. Et si on peut se foutre de leur gueule, on ne va pas se priver de ce plaisir, même s'il faut s'extraire de sa condition pour accéder au bien de la communauté. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir avec eux tout de même. Donc, les interdictions, c'est un acte totalement administratif. Qu'est-ce que vous avez à dire? On a dit, voilà, pas de milice armée, judaïsme politique et maréchal héros français. Ça ne fait rien, on vous interdit. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour contester? Vous allez devant le Conseil d'État. Vous êtes allé devant le Conseil d'État. Mais qui dirigeait le Conseil d'État? Sauvé. Et qui était Sauvé? Sauvé, celui qui, il y a 10 ans, dirigeait le bureau des libertés publiques, dit des libertés publiques, aujourd'hui dirigé par Madame Madame Église, François Zéro, et qui avait instruit l'interdiction de quoi? Du journal de l'œuvre française. Donc celui qui était à l'origine, il y a 10 ans, de l'interdiction du journal de l'œuvre française devait statuer sur le fondement, le bon fondement de l'interdiction du mouvement œuvre française. Vous voyez l'hypocrisie, donc ça, je vais le dénoncer devant le tribunal. Vous pouvez me faire confiance. De toute façon, le résultat est le même. Nous sommes nationalistes. Nous sommes constitués de ce granit indestructible de nos montagnes. Donc jamais, vous m'entendez bien, et vous pouvez me faire confiance pour cela, jamais je ne baisserai la tête. Jamais je ne courberai la tête. Jamais je demanderai des excuses. Jamais je demanderai un peu de clémence. Qu'ils prennent leurs responsabilités, et nous prenons notre responsabilité. Je ne suis pas le seul. Lors du dernier procès d'Hervé Ryssen, qui comparaissait pour son petit livre rouge, quand on lui a dit, quand le président du tribunal lui a dit « Est-ce que vous avez encore quelque chose à déclarer ?» Il a dit « Vous pouvez monter une guillotine dans la cour du palais de justice, je ne retirerai rien et je continuerai mon combat. » Nous ne sommes pas tout seuls. Quand Jérôme Bourbon, le directeur des Rivarol, a comparu devant la 17e chambre correctionnelle et qu'il a été condamné à 30 000 ou 40 000 euros pour quelques tweets à 120 caractères, il a eu cette réflexion, il a dit « ça fait cher la consonne, ça fait cher la voyelle ». Eh bien, quand on lui a dit « vous avez quelque chose à rajouter ?» il a dit « vous savez, on va tous se retrouver là-haut, et là-haut, il n'y aura pas d'ICRA. » Nous ne sommes pas seuls. Regardez ce formidable professeur Faurisson, à qui ils ont tout fait. Tout fait. Les condamnations juridiques, les condamnations financières, les condamnations sociales, les agressions physiques. Ils lui ont tout fait. Avec certains de sa famille qui lui ont tourné le dos, et pourtant il est toujours là, à se comporter comme un homme, faisant son devoir. Parce qu'un homme qui fait son devoir est un homme avec un grand H, parce que nous n'avons pas à tout féminiser dans la société. Parce qu'un homme qui fait son devoir, eh bien, se comporte avec du courage. Nous ne sommes pas seuls. Regardez Alison Chalose qui est harcelée, elle, modeste, chanteuse, modeste, compositrice de musique, et qui ne courbe pas la tête, qui continue à chanter, qui va chanter ce soir. Nous ne sommes pas seuls. Et puis qu'est-ce que c'est que ces procès avec 17 mois de prison ferme, avec 10 ans, peut-être, j'y crois pas moi, de prison ferme? Qu'est-ce que c'est à côté de tous ceux qui se sont sacrifiés pour faire ce que nous sommes, pour faire ce pays dont nous sommes si fiers quand nous ouvrons un livre d'histoire ou quand nous parcourons notre patrimoine? Qu'est-ce que c'est à côté de tous ces saints, ces martyrs
ces hommes qui sont tombés au nom de cette civilisation, de notre Europe, de notre grande Europe. Qu'est-ce que c'est, ces petites années de prison qu'ils le prétendent nous donner? C'est rien. C'est rien, et ça ne fait que nous renforcer dans notre foi. Ça ne fait que nous renforcer dans notre idéal. Ça nous fait que nous renforcer dans notre combat. Nous savons que la France est un miracle et qu'elle ne peut pas mourir. Alors oui, nous sommes dans les basses eaux du combat de résistance à cette oligarchie. Oui, nous sommes peu, mais comme la braise qui continue à luire, et peu de choses par rapport à un incendie qui flamboie et qui se propage. Mais de cette petite braise que nous sommes et qui continue à luire, il suffit d'un petit peu de bois sec et d'un vent favorable pour que de nouveau ce feu renaisse et nous permette de rétablir la France, de rétablir cette civilisation, cette grande civilisation d'Europe. Il faut y croire, parce que si nous ne croyons plus, c'est fini. La mort, la nuit s'impose. Nous n'accepterons jamais cette soumission, nous n'accepterons jamais cette nuit qui prétend s'imposer, car nous voulons l'aube, nous voulons l'aube dorée, comme nos camarades grecs, et nous travaillerons sans relâche pour cela. Mais il faut s'unir, serrer les coudes, se mobiliser autour de ceux qui sont menacés par ce système. Il faut se rendre le 23 mai au tribunal de Paris pour montrer qu'Hervé Ryssen n'est pas tout seul, que derrière lui, il y a tous ces Français non reniés, dont le cœur bat toujours, dont l'âme brûle toujours. Il faut se mobiliser. Internet, c'est bien, mais la vie, c'est pas ça. C'est pas le grand kibbutz de Facebook. La vie, c'est du coude à coude. La vie, c'est des mains qu'on se serre. La vie, c'est des mots qu'on échange. La vie, c'est des chants qu'ensemble nous entonnons pour nous unir dans ce combat. La vie, c'est ça. La vie, c'est une mobilisation. Et il faut se mobiliser quand un de nous est menacé de répression. Quand il touche à l'un de nous, il touche à nous tous. Et ensemble, mobilisés, coude à coude, nous serons indestructibles. Parce que eux sont le peuple qui n'est enraciné à rien. Nous avons ces racines profondes. Ces racines qui s'inscrivent dans cette terre qui est notre histoire, pour que les branches de l'arbre montent haut, nourries par cette sève qu'on appelle la tradition et qui fait le lien entre le passé, le présent et l'avenir, entre les racines, le tronc et les branches de l'arbre. Donc il faut se mobiliser, rester vigilant, ne pas s'exposer inutilement parce qu'ils sont méchants en face. Il faut faire fonctionner notre tête. Il faut aller à la conquête des esprits. Il faut révolutionner les âmes pour faire en sorte, comme dit Pierre Sidos, que nous sommes des frères d'âme qui détruiront définitivement ce matérialisme que constitue le judaïsme politique. Voilà quelle est notre mission, voilà quel est notre devoir. Et je compte sur vous. Merci les amis. Avant de clôturer ce 4e forum de l'Europe et de passer au buffet et aux animations musicales, je voudrais vous rappeler que demain à 11 h est organisé un hommage public à Sainte Jeanne d'Arc, auquel, bien évidemment, je vous invite tous, au nom du Parti nationaliste français,
à vous joindre. Je voudrais également vous rappeler qu'il existe une association, notre ami en parlait il y a quelques secondes, association dont le drapeau figure juste derrière, qui est le CLAN, le Comité de liaison et d'aide nationaliste. Cette association, dont le drapeau représente une grille de prison sur laquelle deux mains, deux avant-bras se serrent, est là pour défendre les prisonniers politiques nationalistes confrontés à la répression du système. Elle est là pour les défendre devant la justice du système, mais également après leur condamnation par un réseau de chefs d'entreprise, d'hébergeurs possibles. Elle est là aussi financièrement pour permettre leur défense. Notre ami va devoir citer par huissier de justice des hommes politiques, des gens comme M. Valls, notre ancien président de la République, ou leur ancien président de la République, ou l'ancien président de la République, M. Hollande, etc. Cela aura un coût, effectivement, et je vous invite à vous rendre sur les pages du CLAN, du Comité de liaison et d'aide nationaliste, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet, afin de collaborer, bien évidemment, à cette défense qui concerne, pour l'instant, c'est le plus urgent de notre ami. Il comparaît le 4 juin, et il faut que les citations soient délivrées au moins 10 jours avant, mais également d'autres militants dont le CLAN a assuré la défense et l'aide. Prisonnier, un militant politique qui se retrouve derrière les barreaux en France, est quelqu'un qui peut être profondément isolé. C'est quelqu'un qui peut ne plus avoir de relation avec sa famille, parce que sa famille le désapprouve. C'est quelqu'un qui peut se retrouver séparé de sa compagne, de sa petite amie, de son épouse. C'est quelqu'un qui perd son appartement, très souvent, parce qu'il ne peut plus payer le loyer. C'est quelqu'un qui perd son travail aussi, parce qu'il ne peut plus s'y rendre. Et c'est quelqu'un qui est confronté à un milieu hostile. Alors, le CLAN, c'est un ensemble de personnes qui peuvent, par exemple, se mobiliser pour écrire à ces prisonniers. Vous savez, pendant la guerre de 14-18, nous avions des marraines de guerre, des femmes qui écrivaient à des soldats qui étaient sur le front isolés, pour leur montrer qu'il existait des Français qui pensaient à eux. Eh bien, nous avons aussi des personnes qui peuvent écrire à des prisonniers. Nous avons aussi des personnes qui peuvent se proposer d'offrir un hébergement à un prisonnier, puisqu'elles ont un appartement libre. L'hébergement à un prisonnier, c'est important, parce qu'un juge d'application des peines vous libère quelqu'un, à condition que ce quelqu'un bénéficie d'un logement. Et si vous avez perdu votre logement parce que vous n'avez pas payé le loyer quand vous étiez en détention, vous n'avez pas de logement. Et peut-être personne pour vous accueillir. Eh bien, le CLAN a permis quelquefois de faire sortir des prisonniers grâce à cela. C'est quelqu'un qui est également un réseau de chefs d'entreprise qui peuvent recruter quelqu'un. C'est important de recruter quelqu'un. Monsieur, votre demande de libération conditionnelle, ben oui. Votre demande de remise en liberté dans le cadre d'instruction, ben oui, pourquoi pas, mais montrez-moi quel travail vous avez. Où est votre contrat de travail? Ben, s'il n'y a pas de contact à l'extérieur, il n'y a pas de contrat de travail. Le CLAN, c'est tout ça. Je vous invite donc à vous rendre sur les pages du CLAN et à faire en sorte d'assurer aussi matériellement aux nationalistes confrontés à une répression de plus en plus dure la possibilité de se défendre et de rester debout face à eux, parce que la roue de l'histoire tourne. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces gens-là, mais je me rappelle que dans les locaux du ministère de l'Intérieur, où j'avais accompagné notre ami Yvan Benedetti, vous l'a rappelé tout à l'heure, un fonctionnaire a eu le malheur de nous rappeler que pendant la guerre, effectivement, les services du ministère de l'Intérieur du gouvernement du maréchal Pétain siégeaient là. Et notre ami lui a dit, oui, 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 la roue de l'histoire tourne, vous y siégez aujourd'hui, mais demain, ça sera peut-être nous. Et oui, demain, ça sera nous. Pas peut-être, sûrement. Parce que demain, la victoire.